équidistance entre le nord et le sud du pays, la région du Souss-Massa, comme l'a si bien décrit Sa Majesté le roi Mohamed VI, est au centre du royaume. Sa superficie est plus grande que celle de la Suisse. Elle est équivalente à celle de la Croatie. C'est la première région mondiale productrice d'hareng et elle fournit la moitié du poisson pêché au Maroc. Mais au-delà, il s'agit d'une région à l'ambition affichée. Elle veut, à l'horizon 2035, multiplier par 2 son PIB et créer aussi plus de 200 000 emplois nets. Elle vise à devenir le premier pôle intégré agro-industriel national, mais aussi le premier pôle national du tourisme balnéaire et le premier pôle de l'économie bleue. Elle a également l'ambition d'être la région avec le plus de création d'entreprises par an et la numéro 2 en termes de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Des objectifs ambitieux, certes, mais elle fait face à des défis importants. C'est l'une des régions qui souffre le plus des conséquences du changement climatique, notamment le déficit hydrique où l'eau est une question centrale et vitale. C'est aussi une région qui se cherche sur le plan industriel et où la connectivité et la logistique revêtent un caractère important. Des ambitions et des défis donc sur lesquels nous allons échanger et débattre au cours de ces 3 jours avec ceux qui gèrent au plus près ces dossiers. Sans donc plus tarder, nous démarrons notre premier échange sur la problématique de l'eau. Et avec nous dans notre studio pour en parler, Hassan Ouli, chef de service de gestion des réseaux d'irrigation au sein de l'Office régional de mise en valeur agricole du Souss-Massa, et Abdelghani Bouaïchi, le vice-président de la commune d'Agadir. Bienvenue messieurs. Merci de l'invitation. C'est un grand plaisir de vous accueillir dans le cadre de cette tournée régionale que nous avons entamée. Le Maroc, comme vous le savez, il est en stress hydrique. Aujourd'hui, c'est un fait. La région de Souss-Massa n'est pas exclue de ce phénomène. Pouvez-vous nous faire justement un tour d'horizon de la situation hydrique actuelle dans la région? On peut démarrer avec vous, monsieur Ouli. Donc, bonjour Madame Lasma, bonjour, c'est Bouaïchi. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier au nom de la Direction régionale d'agriculture et de l'Europa Souss-Massa pour l'accueil et l'invitation pour débattre d'un sujet important et d'actualité. Donc avant d'enchaîner sur le plan régional, sur le plan national, à l'échelle du royaume, donc on vit une situation un petit peu alarmante au niveau de la situation hydrique et hydrologique. À titre d'exemple, comme indicateur, en 1960, on était à une dotation par habitant annuelle de 2600 m3 par habitant. Actuellement, on est à peu près sur les 600 m3 par habitant. Ce qui dénote un petit peu, c'est un indice de stress. Pas de stress sévère, mais de stress. La région de Souss-Massa n'est pas épargnée de cette situation. Donc elle vit depuis plusieurs années cette situation de sécheresse hydrologique qui est caractérisée par une faiblesse des précipitations, mais aussi des enneigements au niveau des bassins versants des barrages qui se répercutent sur les apports en eau au niveau des barrages. Au niveau de la région Souss-Massa, 9 barrages sont édifiés au niveau de la région qui sont utilisés sont à usage agricole et aussi au usage d'eau potable. La capacité totale de ces barrages est estimée à 740 millions de mètres cubes. Actuellement, le volume emmagasiné ne dépasse pas les 100 millions de mètres cubes, ce qui représente un taux de remplissage de 13%. Cette situation est alarmante. Oui. Donc, les apports en eau enregistrés durant cette année sont estimés à peu près à 80%, à une régression de 80% par rapport aux apports normaux. Cette situation de stress hydrique se répercute sur l'irrigation, mais aussi sur l'eau potable. Au niveau de l'irrigation, les principaux périmètres d'irrigation, soit publics ou privés, sont actuellement privés d'eau d'irrigation à partir de fin 2023 pour cause de manque d'eau au niveau des barrages. C'est un petit peu pour sécuriser l'eau potable au niveau des Grands Agadir, mais aussi des autres centres de la région. J'aimerais aussi avoir votre avis, M. Abdelghani, par rapport à cette question de la situation hydrique actuelle dans la région. À votre avis, comment la région de Souss-Massa elle vit cette situation, comme l'a si très bien décrit M. Ouli, qui est une situation quand même assez alarmante? Oui, de ma part, au nom de la commune d'Agadir, que je tiens à exprimer pour l'invitation, également d'avoir choisi ce thème d'eau, de stress hydrique. C'est un problème qui nous interpelle tous en tant que
responsable en tant qu'élu, en tant que société civile et en tant que citoyen. Je voudrais revenir à un sujet très important, c'est comment encadrer cette problématique de l'eau. Il faut savoir que l'eau, c'est la seule denrée au monde, même si on augmente la production, le prix à l'unité revient encore cher. Parce que, compte tenu du coût d'investissement, le coût des barrages, le coût des conduites, le coût de traitement, des stations de traitement, également le coût de la distribution. D'où l'intervention de l'État pour un peu subventionner pour toutes les catégories sociales, par exemple les tranches sociales qu'on voit. Donc, et là, je demande à ce que, au niveau pour la population qui utilise l'eau de façon un peu archaïque, donc il faut qu'on pense un peu à la sensibilisation de l'eau, à la rationalisation de l'eau au niveau des foyers. Alors pour la problématique de l'eau, c'est un problème qui est récurrent, c'est un problème international, donc national, au niveau du bassin du Souss Massa, mais aussi au niveau de la zone urbaine d'Agadir. Donc au niveau de la zone urbaine d'Agadir, je dois dire que avant 2021, donc nous faisons recours surtout à l'eau souterraine et puis à l'eau potable, mais depuis l'ouverture de ce grand chantier de la réutilisation des eaux usées, donc nous avons réduit un peu l'utilisation des eaux conventionnelles de 75%. Actuellement, on est presque à 75% d'irrigation avec les eaux réutilisées, traitées et réutilisées. Également, je voudrais attirer l'attention sur le problème des forages au niveau de la zone urbaine. C'est que la commune d'Agadir, depuis 2012, donc il a mis au point un arrêté communal pour interdire le forage dans le milieu urbain, dans les zones villas et tout. Donc voilà un peu comment je situe un peu la problématique de l'eau au niveau de la zone urbaine d'Agadir. Merci. Et puisqu'on parle de stress hydrique, on ne peut pas ne pas évoquer le dessalement qui est un moyen efficace justement pour lutter contre cette donne. C'est le cas notamment de la station de Choukaït-Baha qui a non seulement desservi l'eau potable dans la région, mais a aussi permis de fournir de l'eau pour l'irrigation. Je vous invite à ce que l'on écoute ensemble une intervention du président de Maroc Citrus qui est revenu dans une déclaration à Média 24 sur l'importance de ce grand projet structurant. Moi, je pense qu'on doit réaliser à quel point on a une chance extraordinaire d'avoir la station de dessalement d'Agadir. Aujourd'hui, on parle de station de dessalement pour un peu partout, toutes les régions, et ça va être un pilier du plan hydrique pour le Maroc est très important. Mais Agadir a été conçu il y a plus de 10 ans. Et aujourd'hui, on commence à l'utiliser depuis à peu près 1 an. Et elle approvisionne 2/3 de l'eau d'Agadir, de la ville. Imaginez-vous si elle n'existait pas. Et elle a également un soutien énorme pour la partie agricole, surtout pour la partie exportation, puisqu'elle nous fournit 3600 m3 aujourd'hui. C'est à peu près presque la moitié de nos besoins. Et à terme, ce sera 7200 hectares. 7200 m3, donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et ça donne aux investisseurs un coussin de sécurité pour savoir que demain, on pourra continuer à travailler dans de bonnes conditions par rapport à l'eau. En plus, il faut savoir qu'Agadir est une région exceptionnelle au niveau du climat. On ne peut pas juste prendre ce qui est fait à Agadir, le transposer dans des régions où il y a moins de problèmes d'eau, se dire tiens, on va faire exactement la même chose dans le nord du Maroc. C'est absolument impossible, puisque le climat d'Agadir nous apporte énormément de possibilités que les autres régions du Maroc ne permettent pas. Par exemple, on peut faire de la tomate 12 mois sur 12, on peut faire les fruits rouges, on peut faire les poivrons, on peut faire tout ce qui est fait. À peu près l'année dernière, le Maroc a exporté 2 millions de tonnes à partir de la zone d'Agadir, 300 et quelques mille tonnes d'agrumes et près de 1 700 000 de fruits et légumes autres que les agrumes. Et tout ça, bon, ça a une valorisation très importante au niveau de l'apport en devises, mais également au niveau de l'emploi. Imaginez-vous les centaines de milliers de gens qui travaillent dans cet écosystème et qui stabilisent la région et qui stabilisent la partie rurale du pays. En fait, en troisième point, il faut aussi réaliser qu'Agadir, à nos débuts en tout cas, on ne pouvait pas bénéficier de l'écosystème qui existe aujourd'hui. Au début, chaque fois qu'il manquait quoi que ce soit, l'irrigation, la main-d'œuvre et tout, il fallait
toujours s'adresser à l'extérieur de la zone. Aujourd'hui, Agadir elle-même, elle est autosuffisante en beaucoup de choses, mis à part la main-d'œuvre, mais aussi les ressources humaines qualifiées, les ingénieurs, tous les cadres que l'on doit employer pour une agriculture professionnelle. La professionnalisation du secteur d'Agadir est tellement important qu'aujourd'hui on dépasse largement une partie de nos amis espagnols qui eux sont restés dans des coopératives très morcelées et qui n'ont pas les moyens de se développer comme on a pu le faire à Agadir. Donc cet écosystème nous permet de répondre aux exigences des supermarchés européens et on est clairement petit à petit en train de devenir le jardin de l'Europe. Et ça, c'est très important, au même titre que le Mexique, il est devenu pour les États-Unis. Aujourd'hui, le Maroc, quand on n'a pas de problème d'eau, peut se positionner comme le jardin de l'Europe. D'autant plus important que, bien sûr, aujourd'hui, on est non seulement professionnel, mais on a également une compétitivité que les Espagnols et les Français ne peuvent pas avoir pour la main-d'œuvre, mais pour beaucoup d'autres choses aussi. Donc voilà, je pense que Agadir est une région bénie et qu'on est également béni d'avoir la station de dessalement d'Agadir qui nous permet d'espérer de continuer, sachant que 2 autres stations sont prévues, une pour Tiznit et une pour Taroudant. Donc entre le climat et les stations de dessalement, on peut avoir un bon espoir pour le futur. Donc tous les acteurs sondés affirment que la station de dessalement de Chouka est là sauver la région. Monsieur Ouli, quelles sont donc les perspectives pour les nouvelles stations de dessalement, notamment l'extension de l'actuelle station, mais pas que, puisque aussi on va vous poser la question par rapport à la création de nouvelles stations, notamment au niveau de Tiznit et de Sousse. Merci pour la question. Avant d'entamer cette question du dessalement, permettez-moi de donner un bref aperçu sur l'histoire, sur l'historique de la gestion de l'eau au niveau du bassin de la région du Souss-Massa. Comme vous le savez, après les années 70, il y avait la politique de construction de barrages. À l'aval de ces barrages ont été édifiés des périmètres d'irrigation, de le sens de créer des plans de culture pour un petit peu approvisionner le marché local, mais le marché extérieur en denrées alimentaires. Après, donc, est venue la notion de gestion participative en irrigation. Ensuite, avec la création des agences du bassin hydraulique au niveau des bassins du Maroc, est venue cette question au niveau de cette question de création d'un contrat de nappe et de convention cadre. Ce sont des cadres de concertation et de dialogue entre les partenaires de l'eau, les institutions, mais aussi les associations d'usagers. Après, en 2008, c'était le lancement du plan Maroc Vert avec le programme national d'économie de l'eau et la reconversion en irrigation localisée. Ensuite, après le plan Maroc Vert, c'est l'édification de projets d'utilisation des zones non conventionnelles, à savoir le projet de dessalement d'eau de mer, notamment le projet de dessalement du Chouka, qui est un projet pionnier et pilote à l'échelle du Royaume, mais aussi à l'échelle de l'Afrique. C'est un projet qui a été fait dans un cadre mutuel entre l'eau potable et l'irrigation. Donc il vise à irriguer une superficie de près de 16 000 hectares et l'alimentation en eau potable du Grand Agadir d'une population de 1 200 000 habitants. Donc le volume à terme est de 400 000 m3 par jour. Donc dans ce cadre, ce projet de dessalement est venu un petit peu pour sauvegarder l'agriculture au niveau de la zone Chouka. Comme vous le savez, la zone Chouka peut être la première région du Maroc de production et d'exportation de maraîchage, notamment de tomates. Avec un capital de 3 milliards de dirhams, une valeur ajoutée de 9 milliards de dirhams et un emploi d'1 million de jours d'emploi permanents. Donc tout ce patrimoine doit être préservé. C'est pour cela pour les pouvoirs publics ont initié ce projet avec le choix d'un délégataire et la participation des agriculteurs. Donc c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un projet pilote qui a été dans un cadre mutuel et qui a coûté à environ 4,4 milliards de dirhams. Donc il a vu l'inauguration par Sidna Al-Nsro en début 2020. Et la mise en eau a été faite en février 2022 pour l'eau potable et l'irrigation en juin 2022. Donc c'est un projet important qui revêt un caractère aussi au niveau de la région pour sécuriser les investissements,
et pour un petit peu faire face, pour alléger et pour un petit peu alléger le déficit au niveau de la plaine du Ch'touka. Comme vous savez, la plaine du Ch'touka souffre d'un déficit qui est estimé actuellement à 60 millions de mètres cubes, mais aussi par un phénomène irréversible qui est l'intrusion marine au niveau des exploitations qui sont situées près du littoral. Donc cet effet vient un petit peu pour corroborer ce grand chantier qui actuellement, situation actuelle, on est sur une superficie raccordée de 13 000 hectares, une superficie irriguée de 10 000 hectares. Donc cette situation vient un petit peu pour préserver les investissements au niveau des exploitations agricoles. Donc pour l'avenir, donc il y a des études. Qu'est-ce qui est prévu donc? Je parle à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, en 2021, on était à peu près à 12 stations de dessalement, avec un volume de 145 millions de mètres cubes. En 2023, on est passé à 15 stations de dessalement, avec un volume de 192 millions de mètres cubes, dans la station du Ch'touka. Actuellement, on est en train de préparer 16 stations de dessalement, dont 2 dans la région de Souss-Massa. La première station qui est dont les études sont en cours de préparation, c'est la station de dessalement de Tiznit, qui va permettre l'irrigation, mais aussi l'approvisionnement en eau potable, l'irrigation du périmètre de Smouka d'une superficie de 10 000 hectares, qui sera dédiée aussi au maraîchage, essentiellement la tomate, et aussi à l'alimentation en eau potable du Tiznit et des centres avoisinants. Le deuxième projet, dont l'étude vient de commencer, de restructuration qui vient de commencer, c'est l'irrigation, c'est l'alimentation par des stations de dessalement de la plaine du Souss, c'est-à-dire les périmètres de Gardan et Sine-Soussamon. Comme vous savez, ces périmètres utilisent essentiellement les eaux souterraines, dont le déficit, comme vous savez, est un déficit accentué au niveau des saisons. Donc ces projets qui vont être édifiés et réalisés d'ici le 2030, donc vont répondre à un petit peu sécuriser l'irrigation au niveau de la plaine du Souss et la plaine du Ch'touka. Vous avez parlé d'un déficit au niveau de la nappe de Ch'touka qui est compris entre 60, vous avez dit 60, mais je pense que voilà, c'est compris entre 60 et 90 millions de mètres cubes par an. Où en est la mise en œuvre du projet de sauvegarde de cette nappe? Donc en parallèle à l'édification de projets de dessalement, il y a des mesures, un mécanisme qui a été instauré pour un petit peu accompagner ce projet de dessalement. Parce que le projet de dessalement, c'est un projet qui est venu un petit peu pour substituer l'usage des eaux souterraines par une eau dessalée. Mais le dessalement lui seul ne suffit pas. C'est pour cela qu'un projet de décret, le décret de sauvegarde a été promulgué en 2017. Donc ce projet de sauvegarde, donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a une zone qui a été délimitée. Cette zone est délimitée. Il y a une intégration de l'état de minerie au niveau de cette zone. Il y a un recensement qui a été effectué au niveau de cette zone pour un petit peu recenser tous les points d'eau existants. Et après, ces points d'eau vont être régularisés. Ils vont avoir des autorisations de régularisation pour l'utilisation de cette nappe. Au niveau des autorisations, vont être dictés les volumes d'eau à prélever, bien sûr, moyennant des quotas. Où on est au niveau de la déclinaison, de ce décret de sauvegarde. Actuellement, avec l'Agence du bassin, notre partenaire, et avec l'appui de la Banque mondiale, donc les premières phases sont de recensement des points d'eau. On demande à peu près 8 000 points d'eau, dont 85%, 7 400 points d'eau à usage agricole, ont été recensés. Donc ici, on va commencer la phase de régularisation de ces points d'eau. Une fois la régularisation est faite, on va passer à la phase d'installation des compteurs au niveau de tous ces points d'eau, pour un petit peu suivre par l'intermédiaire d'un délégataire privé qui va être choisi pour contrôler. Combien de temps? Oui. C'est une opération qui va prendre globalement combien de temps? Oui, qui va commencer maintenant, qui va se poursuivre
durant toute la durée du projet de dessalement. Oui. Donc elle a commencé, les premières phases de recensement sont finies. Maintenant, on est sur la phase de régularisation. Ensuite, on va choisir un délégataire qui va suivre et contrôler le prélèvement au niveau du span d'eau, moyen des quotas à établir au niveau des agriculteurs. Donc, ce schéma, ce mécanisme va nous permettre d'un petit peu de suivre l'utilisation des 3 ressources en eau, l'utilisation de l'eau dessalée, l'utilisation de l'eau souterraine, mais aussi l'utilisation de l'eau des barrages. La station de dessalement de Choukaït Baha, c'est en gros 275 000 mètres cubes d'eau produits par jour. C'est aussi 15 000 hectares irrigués et quelques 1500 agriculteurs qui en tirent profit. Rappel des principales caractéristiques de ce projet salvateur avec notre reportage de Pichtouka avec El Mehdi El Arabi, chef du service de l'équipement de l'Oremva du Souss Massa. Espace vert, touristes. Et on va terminer avec vous, M. Oli, avec le... Du point de vue technique, donc la station, c'est une station donc, qui produit actuellement 275 000 m3 jour, donc répartis entre l'eau potable et l'agriculture. Donc pour l'agriculture, c'est 125 000 m3 jour et pour l'eau potable, c'est 150 000 m3 jour. Donc la production faite pour l'irrigation, donc il concerne une superficie de 15 000 hectares. dont presque 11 000 hectares sont irrigués actuellement et 1500 exploitations agricoles et on a presque 1200 hectares en liste d'attente, c'est-à-dire qu'on a des agriculteurs qui demandent à souscrire au projet actuellement et ils concernent presque une superficie de 1200 hectares. Effectivement, donc là on est dans une station qui utilise la technique d'osmose inverse, donc c'est l'une des techniques les plus poussées dans le domaine. Et si vous voulez, on a plusieurs étapes de traitement de l'eau et de filtration de l'eau. Donc on passe de 2 prises donc, de l'eau qui sont au niveau de l'océan, c'est prise sur une linéaire de 1100 mètres donc, et un rejet qui est à 700 mètres donc, des côtes de l'océan. Après ces 2 prises, donc, on a un dégrayeur donc, qui fait donc, la séparation des parties solides de plus de 3 cm. Après, on a des filtres rotatifs qui font donc l'élimination de tout ce qui est au-dessus de 3 mm. Et puis, on passe à une autre étape donc, de filtration automatique avant de passer à l'ultrafiltration, donc, qui est l'avant-dernière étape avant l'osmose inverse. Et après l'osmose inverse, bien sûr, on passe à une dernière étape qui est la reminéralisation des eaux, donc que ce soit pour l'eau potable ou pour l'irrigation. On peut dire, alhamdoulilah, que la station a bien joué son rôle puisqu'il est venu à point nommé pendant une période où vraiment on vivait dans un stress hydrique assez poussé puisque les eaux de surface donc, manquaient au niveau du barrage Youssef Ben Tachfine et puis la nappe aussi a connu une exploitation assez poussée. On était à un déficit de la nappe qui avoisine les 70 millions de mètres cubes. Donc on peut dire que sur les 2 années, donc, on a pu
sécuriser et l'eau potable et bien sûr la production agricole au niveau de Stouka et par la même occasion donc la garantie d'une sécurité alimentaire pour les produits maraîchers pour notre pays et pour l'export. Sur la première phase déjà, donc le projet a coûté quelque chose comme 4 milliards, 42. C'est le coût global du projet, donc dont la contribution de l'État était de 40% et celle du partenaire privé à 60%. Et les agriculteurs, bien sûr, qui ont contribué à hauteur de 10 000 dirhams par hectare. Donc, voilà, donc à multiplier par les 15 000 hectares donc, qui concernent le projet. C'est une région qui a des atouts intéressants. D'une part, son climat, la présence d'une infrastructure agricole très importante, une organisation professionnelle assez développée et, comme je disais, donc une infrastructure de production et de valorisation aussi, il ne faut pas l'oublier, dans la région. C'est une région qui produit 85% d'exportation de nos primeurs, dont presque 95% de la tomate. Et cette exportation, elle concerne aussi bien le marché européen et autres, et dernièrement aussi le marché africain, et bien sûr sans oublier notre marché local. La faisabilité du projet est très justifiée parce que ça a permis de sauvegarder des investissements existants au niveau agricole, donc à hauteur de 3 milliards de dirhams. Et ça a permis aussi de maintenir, de protéger une valeur de la valeur ajoutée de presque 9 milliards de dirhams. Et au niveau social, bien sûr, ça nous a permis de maintenir presque 1 million de journées de travail annuellement au niveau de la région. Donc voilà, et du point de vue environnemental, bien sûr, c'est un apport d'eau qui va être injecté dans la nappe de Stouka, pour laquelle on disait tout à l'heure qu'il a connu un déficit de 90 millions de mètres cubes par an. Avec le projet donc de dessalement, avec l'irrigation à partir des eaux dessalées, à terme donc on va pouvoir donc injecter quelque chose comme 70 millions effectivement de mètres cubes annuellement au niveau de cette nappe. L'extension de cette station donc, sera donc à l'ordre du jour dans les mois à venir, puisqu'on va augmenter la capacité de production de la station de 275 000 m3 jour à 400 000 m3 jour répartis entre les deux secteurs d'eau potable et d'irrigation. C'est un projet mutualisé entre deux secteurs qui est l'eau potable et l'agriculture. Et c'est un projet qui coûtait très cher, donc il fallait mobiliser assez d'investissements. Donc on a fait appel à ce type de montage de réalisation de projet qui est le partenariat public-privé. Juste un petit rappel que notre région connaît déjà un autre projet en termes d'irrigation, celui de Garden, qui est un projet très réussi au niveau de la région de Garden. Donc c'est un deuxième projet pour nos secteurs d'agriculture qui est réalisé de la façon du partenariat public-privé. Et pendant ces 2 années et demie donc de vie du projet, on peut dire que ce type de projet donc, a montré toutes les qualités qu'on espérait. La
station de dessalement, ce n'est pas uniquement l'eau pour l'irrigation, mais c'est aussi l'eau dans la ville. Il y a l'eau agricole, certes, mais il y a également toute l'eau dont a besoin une région comme le Souss Massa, avec une ville touristique par excellence comme Agadir. Comment est-ce que l'on peut justement aborder cette question, M. Bouaïchi, d'un point de vue de gestion locale? Donc, comme vous le savez tous, la ville d'Agadir ou la région de Souss Massa se situe dans une zone semi-aride qui reçoit une moyenne annuelle de 250 mm d'eau. Encore moins ces 3 dernières années, on est moins de 50 mm d'eau. Donc au niveau de la gestion de l'eau d'arrosage pour les espaces verts de la ville d'Agadir, donc on était presque à 2 mètres carrés par tête d'habitants, ce qui est loin par rapport à la normale qui est de 10 mètres carrés par tête d'habitants. Et si on en compare encore avec Rabat, relativement parlant, il était de 20. Rabat, ils ont un taux de mètres carrés par habitant de 20 mètres carrés par tête d'habitants. Donc nous, au niveau de la commune d'Agadir, nous avons établi un plan communal, un plan d'action communal, et également le programme de développement urbain. Et on compte aussi ce taux à 8 mètres carrés par tête d'habitants. Actuellement, on est à presque à 3,5 mètres carrés par tête d'habitants. On est à 175 hectares d'espaces verts, de parcs et d'espaces verts au niveau de la ville. Et nous comptons, comme je l'ai dit, le hausser à 8 mètres carrés par tête d'habitants. Mais il faut d'abord s'assurer que est-ce que l'eau est suffisante? Mais alors, est-ce que le taux, l'eau, alors au niveau de l'offre de l'eau, donc comme je l'ai dit dans l'intervention première, c'est que actuellement nous comptons beaucoup sur la réutilisation. Et nous avons reçu la garantie de la régie autonome qui s'occupe de la distribution, de la traitement des eaux usées pour satisfaire tous les besoins de la commune en eau d'irrigation. Donc on n'a plus de contraintes d'eau d'irrigation des espaces verts au niveau de la commune d'Agadir d'ici l'horizon 2027. Donc nous comptons, comme je l'ai dit, on est à 175 hectares. Nous comptons aussi le superficie à 450 hectares dans la ville d'Agadir. Alors pour la réutilisation, Agadir est l'une des villes qui a commencé à utiliser les eaux usées, mais également c'est l'une des villes qui se distingue par l'utilisation des eaux usées, même dans les jardins de proximité. Alors, je vais un peu expliquer comment. C'est que si vous prenez par exemple le palais de ville, vous utilisez le sanitaire du palais de ville, l'eau de la chasse par exemple, il va voyager sur 15 km, être traité dans une station sur le littoral, puis il va remonter dans un état supérieur de 130 mètres et descendre par gravité pour irriguer toute la ville. Donc c'est un projet qui est structurant, qui a depuis 2011 et qui a vu le jour en 2021. Il n'y a pas que la commune, il y a aussi les golfs d'Agadir qui bénéficient de cette eau traitée. Donc nous, on a reçu la garantie pour irriguer les espaces verts avec les eaux usées traitées. Passons maintenant à la saison estivale et le nombre de touristes qui va augmenter. Comment les différentes parties prenantes qui gèrent cette question dans la commune se préparent justement pour répondre aux besoins en eau? D'accord. Alors Agadir, la saison estivale c'est bientôt, donc Agadir reçoit presque 200 000 touristes pendant les 3 mois d'été. Donc on a reçu pour l'eau potable, comme mon collègue l'a dit, donc on a reçu également la garantie pour assurer l'eau potable pour toute la ville pendant cette période. Et également, comme j'ai dit, pour l'eau d'arrosage. Mais ce que nous comptons faire pendant la saison estivale, c'est de mener une grande campagne de sensibilisation. D'ailleurs, on l'a déjà commencé, on a déjà fait une première réunion durant la journée mondiale de l'eau avec tous nos partenaires. Il y a l'office de mise en valeur, il y a l'agence du bassin, il y a également l'agence de distribution de l'eau potable, l'office de l'électricité et de l'eau. Donc nous avons préparé toute une campagne de sensibilisation qui va durer pendant une année pour sensibiliser les gens à l'utilisation de l'eau pendant la saison estivale, sachant que pendant la saison estivale, il y a une grande demande d'eau pour les estivants. La commune d'Agadir, elle est bien préparée. On est bien préparé pour recevoir les 200 000
touristes qui vont venir à Agadir. C'est très bien. Média 24 s'est plongé au cœur de la pépinière sirois avec son directeur Ahmed Afkir qui est revenu au micro de Média 24 sur les défis de l'irrigation dans le contexte de la réduction des taux de remplissage des barrages. Regardons ensemble cet entretien. أفكار أحمد النائب الأول لرئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس مسا والمدير ديال شركة سيروا. في الحقيقة الفلاحة في هذه الجهة هي باقي عندها مستقبل وباقي الشركات مستثمرين أجانب باقي كيتخاطروا على هذه المنطقة هذه. الإشكال اللي كاين أولا هو الإشكال الكبير اللي كاين هنا باش هاد الديفلوبمون ديال هذا سميتو هي الماء أولا، لأن الموارد المائية هنا في هذا الجنوب هذا والتساقطات المطرية ديال في هذه المنطقة هذه ما كافياش. انت كتعرف انه واحد 5 سنين هذه ولا 6 سنين التساقطات اللي كاينه هنايا قليله بزاف. عندنا واحد البراج ديال سوس بن تشفين هو الوحيد اللي كيسقي هذه المنطقه هذه تقريبا راه عامين ما فيه كاع نهائيا راه تحبس. وغزمو كاين هذيك محطه ديال تحليه الماء البحر اللي وصلت دابا اللي كتوصل دابا كتسقي واحد 12000 هكتار من المرتقب تقريبا هذا العام 2025 توصل 15000 هكتار، ولكن رغم ذلك مازال ما كاينش مازال ما كافياش. كاينه الدراسه ديال واحد المحطه تكون في تيزنيت كانت مختصه غير الماء الصالح للشرب ديال تيزنيت، ولكن بالفضل المجهودات ديال وزير الفلاحه ورئيس الحكومه استطاعوا باش انهم يدخلوا فيها واحد 5000 هكتار ديال السقي ديال الفلاحه. يعني غير الاشكال اللي كاين هو ان المحطه هي كتخصها حتى الوقت، واخا يكونوا لي مويان وكاين الدراسات وداك الشيء كيخصها الوقت على الاقل واحد 3 سنين حتى 4 سنوات باش يتحطوا هذه المحطات على كاينين دابا الدراسات، ولكن باش تحط على ارض الواقع خصها واحد 4 سنوات. نهضروا على قطاع الحوامض. في الحقيقه الحوامض هي اللي متاثره بزاف في هذه السنوات ديال الجفاف. قطاع الحوامض اللي كانت كتمثل فيه هذه الجهه هذه ديال سوس كتمثل 65% ديال الصادرات ديال المغرب من الحوامض. ولكن للاسف الشديد هذا الانتاج كيكون في جهه تارودانت او لا ريجيون ديال تارودانت فين كاين بزاف لي زاغروم. وللاسف الشديد كاينين تما 2 براجات اللي كانوا الناس كيسقيو بهم اللي كيعتمدوا عليهم على السقي ديال هذه الحوامض اللي هي براج ديال اولوز وعبد المؤمن. هاد البراجات هذه عامين هادو خوا هاد العام كاع صافي ما كيعطيوهم حتى قطره واحده ما كايناش. دونك المساحات المزروعه ديال الحوامض نقصت بواحد نقدر نقول لك واحد حتى 50% دابا 50%. وهذا الشيء كيبان للعيان دابا الا مشيتي على طريق المطار الى غادي للتارودانت راه كيبانوا لك الفورم اللي صافي مولاها ما قدرش. داروا واحد المجهود كبير حفروا الناس، كاين اللي حفر 500 متر وما لقاش الماء. جات كاين واحد الدراسه دخلت الجهه ولات واحد الدراسه ديال انهم يديروا لهم واحد محطه تحليه الماء البحر عاوتاني خاصه لسبت القردان ولا ريجيون ديال تارودانت والكفيفات. داروا انهم باش دير واحد المحطه كبيره باش دير مثلا باش تسقي لهم واحد 42000 هكتار. ولكن كما قلت لك قبيله هاد الدراسه مولاتها الجهه ممكن حتى الفلوس انهم يدبروا على الفلوس، ولكن باش تصوب هذيك غادي خصها واحد 5 سنوات. يعني الا غنهضروا على اغراس جديده ان شاء الله من دابا 5 سنين باش عاوتاني نعاود نحيوا المنطقه. اما في المدى القريب ما كاينش شي حل الا نطلبوا الله سبحانه وتعالى شي رحمه من عنده
باش يعمروا البرازات بالرحمه والله سيدي ربي والشتاء. Donc la production des cultures d'agrumes, elle a baissé de 30% dans la région de Souss Massa, tel qu'a rappelé Ahmed Afkir, mais malgré ce déficit, en eau, la région est réputée avoir de potentialités agricoles importantes. Monsieur Ouli, pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet? Merci. Avant de répondre à votre question, donc appelez un petit peu le déficit, le constat qui est fait au niveau de la région Souss Massa. Le constat, c'est un déficit de la nappe de Souss Massa, près de plus de 300 millions de mètres cubes, un taux de remplissage des barrages qui avoisine les 13%. Ce sont des chiffres qui dénotent la situation hydrique, mais la région Souss Massa possède des potentialités et des opportunités. Quelles sont ces opportunités? La première opportunité, c'est les stations de dessalement qui sont en cours d'édification. La première station édifiée, c'est son extension, les deux stations de Tiznit et de Taroudant. Mais aussi, il y a une particularité au niveau de la région Souss Massa, c'est le dynamisme des agriculteurs au niveau de cette région. Le dynamisme et l'organisation professionnelle des agriculteurs sont le dynamisme qui est caractérisé par l'utilisation des technologies modernes, l'utilisation du goutte à goutte. Pour information, la superficie actuellement irriguée en goutte à goutte, il avoisine à peu près les 128 000 hectares sur les 147 000 hectares. Donc l'utilisation d'autres techniques de pilotage de l'irrigation. Actuellement, comme projet commun avec la Roi Souss Massa, avec la région, l'association Agrotech, c'est l'installation de stations agrométéorologiques pour un petit peu mettre à disposition des agriculteurs des données sur la dose d'irrigation. Ça, c'est pour un petit peu mettre quelles sont les opportunités. Ces opportunités encouragent un petit peu la mise en valeur à l'échelle de la région, même malgré le déficit en eau. Les chiffres que je vous donne dénotent un petit peu l'importance de la région au niveau du royaume. On prendrait comme exemple la filière du maraîchage, elle seule avec une production de 1 900 000 tonnes et des exportations à peu près d'1 390 000 tonnes, qui correspond à peu près de 85% des exportations à l'échelle nationale, dont la tomate occupe 97%. On peut remarquer un petit peu l'importance de la filière maraîchage et tomate. Concernant les agrumes aussi, la région possède une production à peu près de 400 000 tonnes, avec une exportation qui dépasse les 300 000 tonnes, avec 65% d'exportation. Et la région est le premier fournisseur du marché local. Hormis ces deux filières, il y a d'autres filières importantes. C'est la filière d'argan, c'est la filière du safran, zafran, et la filière des dattes. Donc toutes ces filières un petit peu participent à la production au PIB national, mais aussi au PIB agricole national. Donc pour un petit peu résumer, donc la région de Souss Massa souffre d'un déficit en eau à usage agricole, mais certes des projets qui sont en cours d'être réalisés, à savoir le dessalement de l'eau de mer, la gouvernance qui est une chose importante au niveau de la région, l'économie de l'eau aussi, et l'utilisation des technologies nouvelles pour le pilotage et l'avertissement. Un peu de sauver la situation. Il faut sauver la situation et rentrer dans un cadre de résilience et de pérennisation des investissements au niveau agricole. Afin justement d'exploiter ces potentialités agricoles très importantes dont dispose la région. Et donc nous avons accueilli Hassan Ouli, chef de service de gestion des réseaux d'irrigation au sein de l'Office régional de mise en valeur agricole du Souss Massa, et Abdelrahimi Bouaïchi, vice-président de la commune d'Agadir, avec qui nous avons échangé ce jeudi sur la problématique de l'eau. Merci monsieur d'être venu et merci pour ces éclairages très intéressants. Merci à vous.